Les rumeurs enflent suite à la dernière vidéo de Séraph. La youtubeuse la plus bordélique qui souhaite a sorti une vidéo sur une méthode de rangement. Les théories les plus farfelues voient le jour. Les enlèvements extraterrestres existent-ils? A-t-elle réveillé les grands anciens en écoutant des albums de Watain à l'envers? Le point sur les théories dans cette édition spéciale, mais d'abord la vidéo qui a tout déclenché. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui nous ne parlons pas beauté, nous ne parlons pas musique, nous ne parlons presque pas du Japon. Nous allons parler de la méthode de rangement Marie Kondo, plutôt appelée la méthode KonMari, qui est l'auteur de la magie du rangement. Donc pourquoi cette vidéo qui sort un petit peu de ma ligne directrice, mais en fait vous allez voir pas tant que ça. Déjà tout simplement parce que pourquoi pas. Et en même temps parce que je me suis dit que vous parler de la méthode KonMari était intéressant en vous donnant un point de vue peut-être un petit peu différent des diverses vidéos que vous pouvez trouver sur internet qui se contentent juste de parler de l'application de la méthode KonMari. L'idée est plutôt de vous expliquer à quel point la méthode KonMari est une méthode japonaise qui se base majoritairement sur des problèmes japonais, et ça va être aussi l'occasion pour moi de vous parler un petit peu de la société japonaise, de ses travers, etc. car c'est quelque chose que j'aime bien faire. Cette vidéo s'adresse à vous, que vous soyez adepte ou non de la méthode KonMari, puisque personnellement je ne suis pas une adepte, que vous ayez ou non vu la série Netflix La magie du rangement de Marie Kondo, que vous soyez intéressé ou pas par le mode de vie minimaliste, que vous soyez intéressé ou pas par le Japon. Du coup, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard et que vous voulez des astuces pour apprendre à plier vos chaussettes, il est temps de partir. Donc si vous ne connaissiez pas Marie Kondo c'est une japonaise, comme son nom peut l'indiquer ou pas, qui est la fondatrice et la créatrice de la méthode KonMari, qui est une méthode de rangement. Son livre La magie du rangement a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, c'est un petit peu la papesse du rangement. Donc dans cette vidéo on va commencer par parler de sa méthode, je vais vous donner des faits objectifs issus de son livre ou issus de la série Netflix pour vous permettre de comprendre la méthode Marie Kondo si vous n'avez ni lu le livre ni regardé la série. Ensuite je vais vous donner mon avis qui n'est pas forcément un avis très positif, voilà, et surtout vous expliquer pourquoi ce qui moi me semble absolument improbable, absolument what the fuck-esque en tant que française, en fait, si je prends un peu de recul, eh bien, vivant au Japon, je comprends certaines choses différemment. Et enfin, on va parler un tout petit peu de la série Netflix, parce que sur certains points, la série Netflix est assez différente du livre. La méthode de rangement KonMari est une méthode qui se base sur le désencombrement. Cette méthode propose une sorte de modus operandi pour ranger une bonne fois pour tous votre maison. Et par la suite, vous n'aurez plus jamais à ranger de votre vie, vous aurez juste à remettre à leur place les objets là où vous les avez pris. Bon, pour moi ça s'appelle du rangement, mais j'ai dit que je donnais mon avis après. La méthode Marie Kondo obéit toujours exactement au même ordre, c'est-à-dire le premier ordre c'est jeter, faire le tri. La deuxième partie, c'est ranger. Il ne faut pas s'attaquer au rangement des choses tant qu'on n'a pas fait le tri. Pour faire le tri, c'est très simple, il faut procéder non pas par pièce, non pas par meuble, etc., mais par catégorie d'objets. C'est-à-dire que même si, par exemple, vous avez des fringues dans votre dressing, dans votre commode, dans la salle de bain, dans l'entrée où il y a vos manteaux, etc., vous allez trier toutes vos fringues une bonne fois pour toutes. Ensuite, vous allez prendre tous vos livres, trier les livres, ensuite vous allez trier tous les objets de type papier, ensuite vous allez trier tous les objets divers et variés, le komono qu'elle appelle, et enfin vous vous attaquerez aux objets ayant une valeur sentimentale. L'idée est donc de pouvoir avoir une vision globale de tout ce que vous possédez. Pour faire le tri, vous allez devoir prendre dans vos mains chacun des objets, donc par exemple chacun de vos vêtements, vous allez devoir les prendre dans vos mains et vous demander est-ce que ça spark la joy? En français, est-ce que ça me donne une étincelle de bonheur? Alors je vous préviens, sparker la joy, c'est tout à fait du français, nous allons accepter cet anglicisme pour tout le reste de la vidéo parce que je suis incapable de le dire en français. Ça fait 40 fois que je refais mes phrases. Si cela spark la joy, vous allez garder l'objet. Si cela ne spark rien du tout, eh bien vous allez le jeter. Et vous faites ça avec tous vos objets. Marie Kondo donne tout un tas d'exemples pour vous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire sparker la joy et juste avoir un attachement à des souvenirs, etc. Ensuite, vous allez devoir ranger vos affaires et pour cela, Marie Kondo part du principe que tous les objets de type similaire doivent aller ensemble. Donc là-dessus, Marie Kondo vient un petit peu à l'opposé global de tout un tas d'autres théories de rangement, c'est-à-dire que pour elle, un rangement ne doit pas forcément être pratique, un rangement ne doit pas suivre le flow de la maison, je sais pas trop comment le dire en français.
que pour ranger, on ne doit pas prendre en compte nos habitudes, notre manière de vie, etc. Mais juste définir, voilà, tous les objets de ce type vont à cet endroit, tous les objets de ce type vont à tel endroit, etc. Ensuite, eh bien, lorsque l'on utilise un objet, eh bien, il faut tout simplement après le remettre à sa place, et puisque l'on sait exactement où va tel truc de manière très simple, c'est très facile de le remettre à sa place. Donc, si vous ne l'avez pas compris, la méthode Marie Kondo, ça consiste tout d'abord à faire le vide dans sa maison. Et c'est là où on arrive au premier petit point un petit peu choquant du livre. C'est-à-dire que l'unité de mesure de Marie Kondo pour dire qu'on a bien fait le tri se mesure en sac poubelle de 45 litres. Donc certes, c'est pas les plus gros sacs poubelles qui soient, cependant, quand on lit par exemple dans son livre que certains de ses clients ont jeté plus de 200 sacs poubelles de 45 litres, on ne peut que s'interroger. De même, quand on lit son livre, on se retrouve avec une scène où par exemple elle demande à une dame de mettre tous ses t-shirts ensemble pour pouvoir faire le tri des t-shirts, et on se retrouve avec des phrases de Marie Kondo disant que en moyenne, on a à peu près 160 t-shirts. Que en moyenne, quand elle demande de faire ça à ses clients, la pile arrive au-dessus des genoux. Alors, honnêtement, je me considère comme une personne qui a accumulé beaucoup. Je veux dire, à Vineuil, je vivais dans 10 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup de fringues. J'ai aucun problème à le dire, j'ai beaucoup de fringues. Cependant, même moi qui considère avoir vraiment beaucoup de fringues, j'ai pas 160 t-shirts. Hein. Et même si je compte les débardeurs ou les petits hauts, j'ai pas 160 petits hauts, tu vois. Du coup, on peut se demander qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça se fait que ces clients jettent genre 200 sacs poubelles, qu'ils ont 160 t-shirts? Quel est le problème? Elle raconte même qu'il y a des appartements où elle a été, où en fait il n'était pas possible de marcher parce qu'en fait il y avait trop de trucs, et c'est-à-dire que le matin, la personne prenait les affaires qui étaient par terre, les mettait sur son lit pour pouvoir marcher dans sa maison, et le soir pour dormir, elle prenait ce qui était sur son lit et elle le mettait par terre. Quand on lit ça, on peut vraiment se poser des questions. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas en France, je ne dis pas que ça n'existe pas aux États-Unis, mais cependant cela me semble beaucoup moins commun que ce que semble dire Marie Kondo. Et dans le cas où cela existe, ce sont plutôt chez des personnes ayant malheureusement des troubles psychiques, je pense notamment au syndrome de Diogène par exemple, etc. Là non, ce sont des femmes qui sont dans leur trentaine, qui sont bien intégrées, qui ont une famille, qui parfois travaillent pour des magazines, etc. Du coup, c'est là où, quand on lit ce roman et qu'on ne connaît pas du tout le Japon, on se dit « what the fuck ?» Et on a l'impression que 200 sacs poubelles, en gros, ce que Marie Kondo nous encourage, c'est à jeter toutes nos possessions pour avoir un intérieur totalement aseptisé qui nous prépare à être engloutis par la société, à être dépersonnalisé, tout ce que tu veux, etc. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que au Japon, il y a un phénomène qui s'appelle le gomi-yashiki, qui veut littéralement dire habitat poubelle. Gomi c'est en poubelle et yashiki c'est quelque chose comme habitat, un truc dans le genre. Et c'est quelque chose d'extrêmement répandu. On appelle aussi ça les gomi-ningen. C'est-à-dire ce sont des personnes qui vont avoir des maisons extrêmement chargées, très chargées. Donc certes, dans votre tête, une maison japonaise c'est peut-être ceci. Mais dans la réalité, une maison japonaise c'est plutôt ceci. Ceci. En réalité, je vais faire de la psychologie de comptoir, mais puisque à l'extérieur, il faut se présenter d'une manière, forcément, ce type de pression psychologique, ça a un impact forcément. C'est pour cela que effectivement, on a par exemple du métal super violent, qu'on a des personnes qui, le week-end, vraiment changent du tout au tout, adoptent des styles alternatifs parce qu'ils sont en costard toute la journée. C'est pour cela qu'on a les jeunes, quand ils sont à la fac, qui en profitent à fond, notamment niveau vestimentaire, niveau look, etc. Parce que après, il faut rentrer dans le moule de la société. Et cela vaut aussi pour l'intérieur. C'est-à-dire que certes, dehors, tu dois te présenter sous un jour propre, tiré à 4 épingles, tu dois poster ton costard de salaryman ou d'office lady tous les jours, mais à l'intérieur, du coup, tu te relâches, et du coup, bah, le relâchement est à peu près aussi fort et que ne l'est le côté strict à l'extérieur. Du coup, ceci amène à cet effet d'accumulation et à ces gomi-yashiki ou à ces gomi-ningen. Alors bien sûr, le phénomène est beaucoup plus complexe que ça et il y a énormément de facteurs socioculturels. Mais en gros, sachez que au Japon, avoir une maison en bordel, avoir une maison surchargée, c'est tout à fait normal et ce n'est pas lié uniquement à la taille des appartements. Parce que vous savez, mes potes parisiens, ils vivent dans du 20-25 mètres carrés à deux et c'est pas aussi dégueulasse qu'un appartement au Japon. Hein. Du coup, je pense qu'il y a vraiment un facteur socio-culturel et notamment quelque chose qui a rapport avec la solitude et la froideur de la société japonaise. Puisque à un moment, si on accumule autant, il faut peut-être se poser les bonnes questions.
Pourquoi est-ce qu'on accumule? Personne n'accumule des tonnes et des tonnes de t-shirts sans aucune raison. Je dis honnêtement, je vais pas jeter la pierre. Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui a beaucoup de possessions. Je suis quelqu'un qui, par exemple, quand j'habitais à Vineuil, avait une pièce entière dédiée à mes livres. J'en ai plus d'un millier de livres qui actuellement sont dans un grenier mais que je retrouverai un jour. J'ai accumulé beaucoup de choses et il faut savoir que tout ce que j'ai accumulé, je l'ai accumulé à peu près dans mes, 7-8 ans où j'ai travaillé. Si je réfléchis 2 secondes, pourquoi est-ce que j'ai autant accumulé? Tout simplement parce que j'ai une angoisse de manque qui est quand même assez développée et dont je me suis particulièrement rendu compte l'année dernière. Pourquoi? Parce que je viens d'un milieu social défavorisé, parce que je viens d'une famille pauvre et que du coup à partir du moment où j'ai eu de l'argent et que j'ai pu m'acheter des choses pour compenser tout ce que je ne pouvais pas forcément m'acheter avant, je me suis mise à accumuler. Au Japon, c'est pas forcément l'angoisse de manque le problème. Le problème, c'est peut-être le fait que les sociétés japonaises sont des sociétés extrêmement froides, sont des sociétés où, à cause du tatemae, tu ne peux pas forcément lier de relations avec des personnes. Donc le tatemae, c'est quoi? Le tatemae, c'est en gros ce que tu présentes aux autres. Le tatemae, c'est en quelque sorte la façade que tu exposes aux autres, les sentiments que tu donnes aux autres, et le but de ce tatemae est d'aboutir à une sorte d'harmonie sociale. Le honne est ce que tu penses à l'intérieur de toi, ce que tu es vraiment et qui ne correspond pas forcément aux valeurs sociales. Généralement, tu dois appliquer le tatemae avec tous tes collègues de travail, avec la plupart de tes amis qui ne sont pas tes amis d'enfance. Bref, il est extrêmement difficile d'avoir une sorte de connexion avec tes amis au Japon. À partir de là, forcément, tu te rends compte qu'il y a un certain nombre de problèmes et que du coup, se réfugier dans les possessions matérielles peut permettre de combler une sorte de vide que tu as à l'intérieur de toi. Du coup, effectivement, Marie Kondo peut se vanter d'avoir des clients qui ont jeté plus de 200 sacs poubelles de 45 litres. Cependant, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui devrait inquiéter sur la société japonaise, le fait qu'elle trouve tout à fait ça normal. Sauf que, spoiler, jeter tout ce que tu as accumulé en trop, et ça résout pas le problème derrière. Alors certes, Marie Kondo dit que personne n'a rechuté, et c'est peut-être vrai dans le sens où si tu entres dans un process de type méthode KonMari pour cleaner ta maison, c'est que a priori tu es dans une démarche de développement personnel et que donc en parallèle de la méthode, forcément tu vas travailler sur ta relation aux choses, sur ta relation au matériel et aussi sur tous les problèmes que tu peux avoir là-dedans. De même, si comme moi, tu es quelqu'un qui a pas mal accumulé à cause d'un syndrome de manque ou parce qu'elle a peur de manquer dans le futur, etc. et que c'est lié à des choses très profondes en elle, jeter tes trucs ne va faire qu'une chose, te développer de l'angoisse. Ensuite, la deuxième critique que j'ai à faire, elle est évidente dans le livre, c'est que Marie Kondo est très simple, elle dit qu'il faut jeter. Le donner à d'autres personnes ne doit pas être quelque chose d'encouragé et à aucun moment, par exemple, elle ne va proposer de faire une vente de garage ou de faire une brocante ou de revendre ces choses, non, on jette. Alors, il y a des petits passages de son livre où elle dit que on peut donner des choses, mais seulement si on connaît vraiment la personne, qu'on sait que c'est quelque chose qu'elle aurait acheté, etc. Elle considère que revendre ces trucs va plutôt faire que le poids d'avoir du bordel va être déporté sur d'autres personnes, ce qui est pas totalement faux en soi, hein, mais en termes d'écologie, c'est désastreux. On sait que les sacs poubelles, on sait que les déchets, ça va juste polluer la terre. Et en plus, souvent, ça va aller polluer des pays moins développés que le Japon, les États-Unis, la France, etc. Donc, ça, personnellement, c'est quelque chose qui m'a fait tiquer tout au long du livre. Ensuite, une autre problématique de la méthode Marie Kondo, c'est que à aucun moment dans son livre, elle ne parle de praticité. C'est-à-dire, le but est de s'entourer uniquement d'objets qu'on aime, d'objets qui spark la joy, donc d'objets qui nous procurent une étincelle de bonheur. Sauf que je vais être honnête avec vous. Est-ce que cette paire de chaussettes spark la joy? Non. Est-ce que cette paire de chaussettes spark la joy? Non. Est-ce que cette autre paire de chaussettes spark la joy? Non. Est-ce que cette paire de chaussettes spark la joy? Non. Bravo Séraph, tu n'as plus de chaussettes. Je pense que vous voyez la problématique. En effet, certes, quand on est une accro au shopping qui a vraiment 40 000 exemplaires ou qu'en plus on est une personne dans la norme en termes de taille de vêtements, etc., bien sûr qu'on peut se permettre de choisir nos vêtements uniquement de garder ceux qui spark la joy, etc. Mais quand on est soit pauvre, soit qu'on n'est pas du tout dans les normes sociétales et que du coup on n'a que 2 robes qu'on n'aime même pas mais que en fait c'est les seules qui nous vont, ou que tout simplement on n'est pas quelqu'un qui attache de la joy
aux vêtements par exemple, eh bien on se retrouve tout simplement à éliminer totalement ce dont on a besoin pour vivre. Après, Marie Kondo a dit que de toute façon une maison devait pas être rangée de manière pratique, donc j'en déduis que tes possessions doivent pas être pratiques et que si t'as pas de chaussettes c'est pas très grave, t'as qu'à aller en acheter, après tout on est dans une société consumériste. C'est-à-dire que effectivement aucune de mes chaussettes ne m'apporte de la joie. Bon, c'est faux parce que j'ai quelques chaussettes Gudetama et que oui, ces chaussettes là m'apportent de la joie, sauf que bah comment te dire que je peux pas vivre juste avec 3 chaussettes. Du coup, il y a une réelle problématique qui fait que aujourd'hui, je pense que la méthode Marie Kondo, elle est dédiée à un type particulier de personnes et précisément les femmes japonaises accros au shopping et qui du coup ont tellement de trucs, ont tellement d'exemplaires qui sont tous de très bonne qualité qu'elles peuvent effectivement se contenter de ne choisir que ce qui spark la joy. La méthode propose des très bonnes méthodes de pliage et de rangement, sauf que le livre en tout cas n'a aucun dessin, n'a aucun schéma, ce qui fait qu'il est assez compliqué de comprendre comment est-ce que tu dois plier les choses. Heureusement, la série Netflix va venir pondérer un certain nombre de choses. Ensuite, la méthode Marie Kondo sur certains points est clairement une méthode japonaise, c'est-à-dire par exemple qu'elle vous conseille de jeter vos bulletins de salaire, ce qui en France est absolument une hérésie puisque tu dois conserver tes bulletins de salaire, je crois même toute ta vie. Certes, c'est culturel parce qu'au Japon, tes bulletins de salaire, on n'en a rien à battre. Cependant, je trouve que ça aurait été vraiment bien d'avoir une note de l'éditeur qui explique que bon voilà, ça c'est au Japon, enfin t'es pas censé faire ça. De même, elle vous conseille de jeter tout ticket de caisse une fois que vous avez confirmé que le montant est bon, ce qui est un tout petit peu dommage si tu dois aller échanger un produit après par exemple. Donc peut-être qu'aujourd'hui ces parties-là, il est explicité que c'est propre au Japon, que ça dépend de la loi japonaise etc et que tu dois pas faire ça en France, mais en tout cas l'édition que j'ai lue, c'était pas le cas. Du coup ça c'est le livre. Aujourd'hui, Marie Kondo existe sur Netflix. Elle a une série qui lui est dédiée qui s'appelle La magie du rangement selon Marie Kondo et il y a 8 épisodes qui sont sortis. Dans ces épisodes, Marie Kondo va aux États-Unis et va aider à ranger les maisons d'un certain nombre de familles américaines. Et je trouve cette série intéressante parce que elle revient sur un certain nombre de principes un petit peu trop rigides de chez Marie Kondo. Donc par exemple, on voit bien dans le 2e ou 3e épisode la femme qui est veuve qui va emmener tout un tas de vêtements à l'équivalent d'Emmaüs ou du secours populaire pour que cela soit revendu, que ça a une deuxième vie, etc. Donc on n'est plus dans le juste il faut jeter, et je pense qu'en même temps, en Occident, en 2018, le tout jeter, ça va pas passer. Et dans je ne sais plus quel épisode, on a une femme qui explicite que bah effectivement, enfin si elle jette tout ce qui ne spark pas la joy, en fait il lui reste genre 2 robes. Et du coup, Marie Kondo dit effectivement, mettez d'abord de côté ce dont vous avez vraiment besoin, etc. Et on ne fait le tri que sur ce qui est entre guillemets du superficiel. Donc cependant, la série c'est de la Real TV américaine, c'est-à-dire que si on enlève la triple narration, hein, vous savez, etc., je pense qu'on arrive à des épisodes de 15 minutes au lieu de 45. Et par contre, la série a aussi le don de un petit peu m'énerver en tant que féministe parce que bah on se retrouve face à des familles où en fait on a la femme qui fait tout dans la maison, on a l'homme qui ne fait rien et qui lui râle parce que c'est mal rangé alors que lui il fout rien. Enfin le premier épisode, si vous voulez un exemple ultime de la charge mentale. Aussi, les maisons aux États-Unis sont des maisons extrêmement grandes, donc on est sur des personnes qui ont parfois 150 mètres carrés, etc. Et elles jettent beaucoup moins que les Japonais. Hein. Ce qui veut donc bien dire que les 200 sacs de 45 litres dans des appartements japonais, hein, c'est-à-dire 40 mètres carrés maximum, dénotent bien un problème sociétal. Du coup, pour conclure, est-ce que Marie Kondo est une bonne méthode? Oui et non. Globalement, je pense que, contrairement à ce qui est écrit dans le livre, il ne faut pas la suivre au pied de la lettre, tout simplement parce qu'elle s'adresse majoritairement au public originel de Marie Kondo, qui sont des femmes japonaises, et qui donc ont des problèmes qui, en grande partie, sont presque intrinsèques à la société japonaise. Cependant, Marie Kondo a de très bonnes idées. Le fait de s'entourer de moins d'objets, mais uniquement d'objets qui nous procurent de la joie, est une très bonne chose, et notamment, elle nous décomplexe sur le fait que, bah, parfois, oui, effectivement, ce qui nous procure de la joie peut sembler absolument ridicule à d'autres personnes. C'est-à-dire que moi, ce qui me procure de la joie, par exemple, c'est ces petites bestioles que vous voyez derrière moi. Oui, ça peut sembler débile à mon âge et je me prends parfois des commentaires là-dessus. Mais si moi, ça spark la joy, eh ben, c'est tout à fait légitime. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien dans son livre. Le fait de consommer moins, mais d'avoir plutôt des choses qui nous rendent heureux, donc généralement, par exemple, niveau vêtements, ça va être plutôt des vêtements de qualité, en avoir moins, mais en avoir de bonne qualité, qu'on va aimer, qu'on va chérir, etc. Eh bien, c'est plutôt un bon principe. Ces manières de ranger les vêtements, notamment de les mettre dans un tiroir les uns devant les autres pour bien voir, etc. ce qu'on a, c'est quelque chose que j'ai appliqué déjà et je pense que globalement, c'est une bonne chose. Vous trouverez plein de vidéos sur YouTube sur comment plier vos t-shirts en
en accord avec Marie Kondo, honnêtement c'est plutôt pas mal, surtout quand vous avez 40 000 t-shirts noirs de métal, ça vous permet de voir quel t-shirt c'est, parce que sinon, quand tu portes que du noir, tu connais le problème. Après, il y a plein de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Par exemple, Marie Kondo dit que tous les soirs, nous devons vider l'intégralité de notre sac à main et de tout remettre à la place. C'est-à-dire, mon appareil photo devrait aller là où on range les appareils photo. Je sais pas, mon portefeuille devrait aller avec mes papiers. Ma trousse de médicaments devrait retourner dans ma trousse à pharmacie, etc. Je trouve ça absolument stupide. Tout comme je trouve absolument aberrant de ne pas prendre en compte le flow de la maison, et c'est-à-dire l'usage qu'on en fait. Pour moi, il me semble plus important d'avoir une maison pratique qu'une maison harmonieuse, et je pense que là aussi on touche du doigt une différence culturelle, c'est-à-dire que l'harmonie de la maison est plus importante que la praticité au Japon, et quiconque ayant vécu au Japon c'est exactement de quoi je parle. Du coup, vous l'aurez compris, comme partout, rien n'est jamais parfait. La méthode Marie Kondo pour moi n'est pas une méthode révolutionnaire, cependant je pense que la lecture peut être enrichissante si on garde en tête le fait que la société japonaise a ses petits travers et a ses petits codes que nous n'avons pas. Je vous conseille pas forcément la série Netflix, mais si vous avez envie de poser votre cerveau, c'est pas plus mal. Du coup, voilà qui clôt cette vidéo, peut-être un petit peu bizarre, peut-être qui sort un petit peu de mes habitudes, mais qui en même temps me permet d'échanger avec vous, un petit peu comme si on se parlait au café, etc. Et du coup, j'ai bien aimé la tournée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous avez lu Marie Kondo, si vous êtes un adepte de la méthode KonMari, si vous avez regardé la série sur Netflix, dites-moi tout ça. Du coup, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me soutenir déjà en me laissant un pouce vers le haut, mais aussi en allant sur mon Utip. Utip, ça vous permet de regarder une pub de 30 secondes. Généralement, c'est pour Netflix en plus, vu que je parle d'une série Netflix, voilà. Cette pub de 30 secondes me rapporte à moi 5 centimes, ce qui me permet à la fin de manger des galettes patates. Sauf que en ce moment, l'objectif galettes patates est un petit peu en pause puisque j'ai décidé de voyager sur ma deuxième partie du PVT, et pour cela j'aimerais bien m'acheter un stabilisateur pour pouvoir faire des vlogs de meilleure qualité. Du coup, vos petits Utip, ils partiront dans un stabilisateur, donc aidez-moi à m'acheter un stabilisateur. Voilà. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se retrouve dimanche pour peut-être un vlog ou peut-être autre chose. Allez, tchuss!